Salut les coureurs, salut les triathlètes. Et oui, enfin, je reviens après 4 jours vraiment complètement HS. En fait, j'ai la grippe tout simplement, donc pas de course à pied pour moi en ce moment. Mais là, je peux de nouveau vous faire une petite vidéo. Et je vais profiter que j'ai du temps pour vous faire une vidéo où on va parler encore une fois du marathon. Mais cette fois, on va partir du moment où on décide de s'inscrire à un marathon et on va aller jusqu'à la ligne d'arrivée, voire même la semaine qui suivra. Alors la vidéo va aborder tout ce qu'il faut prendre en compte pour mener à bien ce défi qui peut être pour vous le défi ultime ou pour d'autres juste la volonté d'aller chercher votre record. Première chose, vous avez donc décidé de participer à un marathon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première question à se poser, est-ce que vous avez la capacité et le temps de vous entraîner au minimum 4 fois par semaine pendant au minimum 12 semaines? Posez-vous bien la question, réfléchissez bien, regardez votre planning, regardez vos contraintes familiales, vos contraintes professionnelles. Si par exemple vous voulez participer au marathon de Paris, mais qu'en mars vous avez 15 jours de croisière sur un bateau, c'est vraiment très compliqué. Dans tout ça, il faut bien réfléchir. 4 séances, 12 semaines minimum. Mais moi, je préfère, même pour mes athlètes, je leur demande plutôt 20 semaines. Donc, c'est un vrai projet à long terme et il faut bien se poser la question. Parce qu'on s'inscrit souvent sur un coup de tête, parce qu'avec des potes, on a décidé de participer. Et puis, une fois que c'est lancé, on se rend compte que c'est pas possible. D'habitude, on court que 2 fois par semaine. Et là, on doit passer sur 4. Il fait nuit, il fait froid. Toutes ces raisons-là font que vous allez directement vous retrouver dans une situation compliquée. Donc c'est vraiment la première étape. Quand cette étape est validée, il va falloir choisir le marathon. Quel marathon choisir? Alors là, il y a plein de critères à prendre en compte. Est-ce que vous voulez faire un marathon juste pour faire un marathon? Est-ce que vous voulez faire un marathon et en profiter pour voyager? Est-ce que vous voulez performer? Si vous voulez juste faire un marathon pour participer à un marathon, n'allez pas engager des frais énormes pour aller faire des courses un peu n'importe où, juste pour faire un marathon. Vous trouvez le marathon le plus proche de chez vous et vous vous inscrivez à celui-là. Vous aurez le temps plus tard d'aller ailleurs. Si vous voulez en profiter pour voyager, bien entendu, vous pouvez sélectionner une destination qui vous intéresse par rapport au lieu où se trouve le marathon. Alors, il y a le traditionnel marathon de New York, mais vous avez le marathon de Florence, vous avez le marathon de Rome, vous avez des marathons partout dans le monde. Et si vous avez envie de visiter cette ville et qu'il y a un marathon, eh ben pourquoi pas choisir celui-là. Si par contre votre but est de performer, les marathons performants, on les connaît, il y en a une dizaine, une quinzaine en Europe. Vous en sélectionnez un qui est compatible avec votre planning et avec d'autres critères que je vais aborder. Mais il est évident que si vous voulez performer et que vous choisissez un marathon où il y a beaucoup de dénivelé, où il y a des pavés sur le sol, ça serait un peu bête de s'entraîner des mois pour aller se casser les dents sur l'épreuve. Ensuite, hyper important, la période du marathon. Il faut choisir la période du marathon en fonction des moments où vous aimez vous entraîner. Prenons un exemple. Vous choisissez le marathon de Séville, qui est un marathon super rapide au mois de février. Il faut s'entraîner novembre, décembre, janvier. Ça veut dire s'entraîner l'hiver, ça veut dire s'entraîner pendant les fêtes de fin d'année, ça veut dire faire attention à la nourriture pendant les fêtes de fin d'année, ça veut dire que ça peut être compliqué pour beaucoup de personnes. Ou pour des gens comme moi qui détestent le froid, c'est vraiment très difficile. Inversement, vous rêvez de faire le marathon de Berlin. Vous voulez aller voir Berlin, vous voulez performer en plus, mais vous savez qu'il est performant. Berlin, fin septembre. Entraînement, juin, juillet, août. En pleine chaleur. Si vous n'aimez pas courir en pleine chaleur, si l'été vous partez un mois en vacances à l'autre bout du monde, si vous allez faire des croisières, ça va être compliqué de vous préparer correctement pour Berlin. Donc vous oubliez Berlin. Après, il y a les marathons de fin d'année. C'est peut-être les plus faciles pour tout le monde. Pourquoi? Parce que les marathons soient en novembre ou en décembre, la préparation se fait en septembre, octobre, novembre. C'est une période de l'année où les températures conviennent à peu près à tout le monde. Les gens qui craignent la chaleur, il fait moins chaud.
Les gens qui craignent le froid, c'est pas non plus l'enfer. Donc vous pouvez choisir ce marathon-là. Une fois que vous avez choisi ça, et que vous allez vous inscrire au marathon, alors malheureusement maintenant il faut prendre des décisions quasiment un an à l'avance, mais puisque c'est comme ça, on fait avec, sinon on fait autre chose. Une fois que vous avez sélectionné votre marathon, il va falloir déterminer à quelle allure vous allez le courir. Et oui, c'est important ça. Alors, pareil, plein de cas de figure. Premier cas de figure, vous êtes débutant, vous voulez juste participer. Là, vous allez faire des petits tests rapidement, que ça soit un test VMA, que ça soit un test de seuil, que ça soit un test de vitesse critique. Vous allez trouver une estimation des temps que vous pouvez aborder sur marathon. Vous pouvez vous en servir de base de travail, tout en sachant que votre but étant d'aller jusqu'au bout, vous allez devoir trouver une allure confortable qui vous permette d'aller du début à la fin sans trop de difficultés. La performance, c'est pas votre truc, c'est la participation qui compte, dont l'allure elle est plus anecdotique. Elle sera très proche de votre allure footing de toute façon, donc vous vous prenez pas trop la tête avec ça. Vous essayez quand même régulièrement de travailler cette allure. Vous savez que moi c'est ma méthode d'entraînement où on travaille l'allure au marathon très longtemps. Mais on va dire que pour vous, c'est pas le plus important. Il faut accumuler les kilomètres en footing, en endurance fondamentale. Et je vous dis, votre allure de marathon, elle sera pas très très loin de ça. Pour les autres, pour tous ceux qui ont envie d'avoir une performance et de cibler une allure précise, il faut être un petit peu plus précis. Alors, comme je disais, vous pouvez être débutant sur marathon ou débutant en course à pied et avoir envie quand même de réaliser une performance. Donc là, on reprend les tests, on fait un test 6 minutes, on fait un test de VMA sur tapis et après, on estime son allure marathon. Mais comme on a très peu de visibilité, il vaut mieux prendre les pourcentages minimums que vous donnent tous les logiciels de calcul. Alors vous en trouvez plein sur internet. On va dire qu'un marathon se court entre 70 et 80% de la VMA. 70% c'est pour malheureusement beaucoup de coureurs. Donc vous avez plutôt intérêt à prendre ce 70% là. Vous allez déterminer une allure. Le test, le VMA le plus basique, qui n'est pas le plus fiable, mais qui permet quand même d'avoir des données, c'est vous courez 6 minutes. La distance que vous avez parcourue en mètres devient votre VMA en kilomètres. Si vous avez fait 1500 mètres, vous savez que vous avez 15 de VMA. Donc vous allez utiliser ce chiffre pour établir une allure potentielle pour le marathon et je vous conseille donc de commencer très bas et de prendre 70% de cette allure. Vous allez faire des séances à cette allure et très vite vous allez vous rendre compte si elle est faisable, pas faisable. Moi ce que je vous conseille au cours de la prépa, et c'est ce que je fais faire à certains de mes athlètes, au bout de 5 semaines, on fait un test à allure marathon sur 10 km. Et on vérifie que l'allure soit compatible, qu'après 10 km allure marathon, vous ne soyez pas à l'agonie complètement. Sinon, on n'aura jamais la possibilité, 9 semaines plus tard ou 10 semaines plus tard, de courir 42 km si les 10 premiers kilomètres, au bout de 5 semaines d'entraînement, c'est trop difficile. Donc, si jamais c'est trop difficile, vous réévaluez à la baisse, parce que là, vous tâtonnez un petit peu et vous essayez de trouver quelque chose qui va vous permettre de prendre du plaisir sur le marathon et pas de vous retrouver en galère. Deuxième cas de figure, vous avez des performances sur d'autres distances, mais vous n'avez jamais couru de marathon. 10 km, semi-marathon, 5 km. Là, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est d'utiliser donc les logiciels qui permettent de déterminer votre indice d'endurance. Je vous ai donné des liens l'autre fois. Il y a le magazine Zatopek qui en met un en ligne qui est super bien fait. Vous rentrez vos perfs sur 10 km, sur semi-marathon, et ça va vous donner votre indice d'endurance. Le résultat qui sort est un chiffre qui va entre moins 2 et moins 10. Plus votre score se rapproche de moins 2, plus vous êtes endurant, plus vous êtes haut, moins vous êtes endurant. Cela va vous permettre, quand vous allez utiliser les pourcentages de VMA pour calculer votre allure marathon, de choisir un pourcentage qui correspond à votre indice d'endurance. Si votre indice d'endurance vous donne un moins 2, ça m'est arrivé une fois d'avoir quelqu'un qui est ce cas-là. Vous savez que vous pouvez utiliser les indices maximum et le pourcentage de VMA que vous allez tenir, il va être énorme. Si par contre votre calcul donne des indices très bas, il va falloir aller chercher malheureusement vers les pourcentages beaucoup plus bas et taper sur du 70% par exemple. Donc vous avez vos perfs sur 10, sur semi. Il y a un moyen très simple normalement de calculer son allure marathon quand on n'a pas envie de s'embêter. On perd 1 km/h quand on change de distance. Normalement, vous avez par exemple couru votre 10 bornes à 15 à l'heure, vous allez courir votre semi à 14 et vous pouvez envisager de courir votre marathon en 13, dans le meilleur des cas. Donc si vous êtes peu endurant,
vous allez descendre à 12, 12,5 et vous allez tester ça lors des séances allure marathon. Alors vous savez que moi j'utilise pas le test VMA parce que je trouve qu'il est peu fiable pour les coureurs qui n'ont pas l'habitude et je trouve qu'il surestime énormément les performances. J'utilise plutôt un test sur 20 minutes qui me permet de déterminer la vitesse au seuil et avec d'autres pourcentages j'arrive à établir les allures. Si vous êtes tout seul dans votre coin, vous pouvez quand même utiliser la VMA et faire votre pourcentage et comme je vous le dis, calculez plutôt bas que haut. Vous aurez toujours à temps de faire mieux que prévu, mais en aucun cas, il faut s'enflammer et se dire, moi je vais courir mon marathon à 80%. C'est super dur, ça demande des années d'entraînement et surtout d'avoir une très bonne endurance. Donc ça c'est le deuxième cas de figure, vous n'avez jamais couru de marathon, vous avez vos perfs sur 10 bornes, semi, vous estimez par rapport à ces perfs, soit avec un calcul tout simple, je vous dis vous enlevez 1 km/h, soit pareil, vous avez des tonnes de logiciels sur internet, des tonnes de fichiers Excel, vous rentrez votre perf sur 10 bornes et ça va vous donner une estimation sur marathon. Vous faites la même chose avec votre perf sur semi, vous regardez si c'est compatible. Si les deux prédictions sont à peu près les mêmes, ça veut dire que votre endurance est à peu près équilibrée. Si par contre vous voyez que votre perf sur semi vous donne de moins bons résultats que votre perf sur 10, ça veut dire que vous êtes peu endurant et que vous avez tout intérêt à prendre un pourcentage un petit peu plus bas. Dernier cas de figure, vous avez déjà couru un ou plusieurs marathons, vous avez petit à petit amélioré vos performances, vous avez un objectif très précis. Alors regardez un objectif raisonnable, si vous allez courir un marathon en 3h10, se dire je vais le courir en moins de 3 heures, c'est tout à fait raisonnable. Si vous voulez passer en 2h30, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, mais sinon, si vous êtes fait greffer des jambes de Kenyan ou de guépard, mais sinon, ça va être compliqué. Donc, une fois que vous avez déterminé cette allure marathon par rapport à votre ancien marathon, eh ben, vous allez décider que c'est celle-là et vous n'allez plus y déroger. On va donc commencer la prépa. Comme je vous l'ai dit, la préparation du marathon, pour moi, c'est 12 semaines minimum, mais je préfère de loin 20 semaines. Pourquoi? Parce que 20 semaines permet de instaurer des plages de récupération un peu à la demande, en fonction de la fatigue des coureurs et non pas en fonction d'un cycle qui est prévu. Parce que si un coureur au bout de 4 semaines me dit Michel, moi je suis en pleine forme, ben, on continue un petit peu, puis quand il sera fatigué, on va alléger. Admettons que vous tombiez malade comme moi, sur une prépa de semaine, c'est mort. Sur une prépa 20 semaines, eh ben on a perdu une semaine, mais on reprend derrière. Donc je vous conseille d'allonger au maximum, si c'est possible, avec ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire votre planning, votre vie familiale, etc. Donc au niveau des séances, qu'est-ce que je vous conseille? 4 séances, 2 séances d'endurance fondamentale impératives à courir à la bonne allure, c'est-à-dire lentement, du blabla run où vous allez assimiler et récupérer sur les autres séances. Les 2 autres séances, ça va dépendre de vos besoins. Il y en a une qui est incontournable, c'est la sortie longue. Et dans la sortie longue, moi j'intègre de l'allure marathon dès les premières semaines d'entraînement. Parce que je considère que c'est ce qui va faire énormément la différence. J'ai préparé des milliers de coureurs sur marathon. Et c'est ce qui fait à chaque fois la différence avec ce qu'ils connaissaient avant. C'est que l'allure marathon, ça va devenir pour eux une allure qu'ils maîtrisent parfaitement. Mentalement, ils vont accepter l'idée que c'est une allure qu'ils peuvent tenir pendant 42 km. Ensuite, le corps va s'habituer à courir à cette allure et devenir plus efficace à cette allure. Alors vous allez me dire, mais en début de préparation, ça va être super dur. Oui, ça peut être dur, mais les durées qu'on va passer à l'allure marathon sont petites. On va prendre un exemple. Si demain je vous préparais sur marathon, je vais peut-être vous proposer en première semaine d'entraînement de faire 3 fois 5 minutes allure marathon. C'est la bonne allure. Vous allez donc déjà commencer à travailler allure marathon et vous allez réussir. Ce qu'il ne faut surtout pas faire à ce moment-là, c'est comme ça arrive à certaines de mes coureurs, de me dire, mais Michel, là j'ai tenu, mais je ne me sens pas de tenir 42 km. Ben oui, heureusement, c'est normal, puisqu'on commence la préparation. Il faut juste se dire, est-ce que cette séance, je l'ai tenue correctement? Est-ce que ça allait? Oui. Si c'est le cas, on est déjà sur le bon chemin. La semaine d'après, vous n'aurez pas 3 fois 5 minutes, mais vous aurez peut-être 3 fois 8 minutes. Et ça va monter, ça va monter, ça va monter, jusqu'à arriver à des très grosses séances avec de l'allure marathon, qui petit à petit vont me permettre, moi, de valider le fait que le coureur, il passe bien toutes les séances. Ce que je fais faire en plus, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent moi, je fais faire des tests intermédiaires. En semaine 5, un test 10 km allure marathon. On est en début de prépa, on a encore le temps de corriger le tir. Le coureur, je lui demande de faire un 10 km après un échauffement, à allure marathon, surtout pas plus vite, et à la fin du 10 km, de me faire un petit retour en me disant comment il est. C'est super facile,
c'était dur mais ça va, ou là j'étais au bout de ma vie. Dans les deux premiers cas, on sait que l'allure elle est bonne et on ne va pas y toucher. Dans le troisième cas, il est clair que, hormis s'il y a des choses spéciales ce jour-là, je vérifie toujours que le coureur ne soit pas malade, qu'il n'ait pas passé de nuit blanche, qu'il n'ait pas travaillé comme un malade pendant toute la semaine. Mais sinon, s'il n'y a rien de spécial et qu'au bout de 5 semaines, le coureur n'est pas capable de faire 10 km à l'heure marathon, on sait qu'on s'est trompé et on va réévaluer à la baisse l'allure. Et cette allure marathon, on va la conserver jusqu'au bout, on va monter les séances et on refera des tests, peut-être sur 15 km, et en tout cas, sûrement un test sur 21 km, 3 semaines avant le marathon, pour une validation définitive. Ce jour-là, je demande à mes coureurs de se mettre en condition de course complète, tenue de course, les gels, tout ce qu'ils vont prendre le jour de la course. On fait un échauffement, on fait 21 km en solo, pas dans une course à allure marathon. Et à la fin de la course, je demande à mes coureurs de me faire un retour honnête sur ce qu'ils ont ressenti. Facile, difficile, mais j'aurais pu continuer. Ou pareil que tout à l'heure, non mais c'est pas possible Michel, j'étais au bout de ma vie. Les deux premiers cas, on touche rien. Même si on est super facile, on ne change plus d'allure, c'est beaucoup trop tard. On fera ça sur le prochain marathon. Mais ceux qui me disent c'est vraiment trop difficile, ça veut dire qu'on s'est sans doute trompé. Alors normalement, on le détecte avant. Mais si ça arrive à ce moment-là, on va rajouter quelques secondes pour qu'il se retrouve plus à l'aise. Et il nous reste que 3 semaines où on va travailler à mort sur la nouvelle allure pour la faire assimiler. Au niveau de la deuxième séance de qualité, on va dire que ça dépend de votre indice d'endurance. Si vous vous êtes rendu compte que vous êtes très endurant, il va falloir augmenter votre moteur pour être plus performant. Mais ça touche très peu de coureurs. La plupart du temps, les coureurs ont un moteur suffisant, mais ne savent pas s'en servir. C'est l'inverse. Vous avez une belle perf sur 10 bornes, vous avez une perf sur semi qui est beaucoup moins bonne. Ça veut dire que vous êtes performant sur 10, moins sur semi, ça veut dire que vous n'êtes pas très endurant. Il faut travailler impérativement ce manque-là, c'est-à-dire faire beaucoup de seuils. C'est-à-dire se débrouiller pour augmenter le pourcentage de VMA qu'on tient dans le temps. Là, sur la plupart des plans d'entraînement, vous avez toujours de la VMA courte, des 200, des 400, des 30-30, mais ça ne vous servira à rien. Si votre pourcentage est faible, vous avez beau avoir augmenté votre potentiel, mais vous n'en faites rien. Donc ça ne servira à rien de faire ces séances. Vous allez faire des séances de qualité toutes les semaines qui ne vous apporteront aucun résultat intéressant sur le marathon. Peut-être sur un 10 bornes, mais sur le marathon, vous aurez le même problème, vous allez plonger au niveau de l'allure. Quand on est du côté des coureurs qui sont peu endurants, et il y en a beaucoup, on fait beaucoup de seuils. Quand on est du côté des coureurs qui sont super endurants, au contraire, là on va faire des séances de VMA courtes, des 200, des 400, de la VMA moyenne et de la VMA longue. On va pas faire que ça, mais on va en faire parce que si on arrive à augmenter un peu ce moteur, comme on est super endurant, on va savoir l'utiliser. Après, il y a plein de coureurs qui peuvent être équilibrés. Si vos perfs sur 10 et sur semi sont équilibrés déjà, ça veut dire qu'on va devoir travailler un peu tout pour progresser. L'idéal étant bien entendu d'avoir une perf sur 10, une perf sur semi, une perf sur marathon, de rentrer ça dans le calcul d'indice d'endurance et vous allez vite savoir si ça s'effondre sur le marathon. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes équilibré, là vous pouvez tout travailler. C'est mon cas par exemple. Moi je suis optimisé en endurance, j'ai tout intérêt à travailler de la VMA courte, de la VMA moyenne, du seuil et aussi mon allure marathon pour essayer de monter un petit peu tous mes critères, pour progresser légèrement dans chaque catégorie, ou pour pas régresser vu mon âge avancé. Mais en aucun cas, ça servirait à quelque chose que je ne fasse qu'un des critères. Par contre, il y a plein de coureurs où moi je bascule tout leur entraînement sur du seuil parce que ils courent le 10 bornes en 35 minutes par exemple, ils courent le semi en 1h21, c'est déjà un peu moins bien, et le marathon en 3h05, alors qu'ils devraient le courir en 2h45. Pourquoi je vais les entraîner à courir un 10 bornes en 34-30 s'ils courent toujours le marathon en 3h10? Donc, on va travailler spécifiquement et l'allure marathon et l'allure seuil. Donc, vous allez mener toutes vos séances d'entraînement avec un but bien précis. Il faut que vous appreniez, même si vous êtes débutant, où sont vos points forts, où sont vos points faibles. Si vous n'en avez pas, vous travaillez tout. Si vous avez un gros point faible, vous allez le bosser pour vous améliorer de façon générale. Pour les gens qui courent plus que 4 fois par semaine, on peut rajouter une 3e séance de qualité. Et là, effectivement, ça permet
de faire quand même un petit peu de VMA courte ou de VMA moyenne, même si vous êtes déjà très rapide, parce que vous avez un peu plus de temps. On va partir du principe que jusqu'à 5 séances, on peut tout à fait rester à 2 séances de qualité et pas passer à 3. C'est-à-dire faire 3 footings en endurance fondamentale. Si vous passez à 6 séances, là on peut faire 3 et 3 c'est très bien. Une chose qui est très importante, les séances en endurance fondamentale, c'est des séances en endurance fondamentale. N'allez pas trop vite. C'est des séances où vous assimilez tout ce que vous avez fait dans les séances rapides. C'est des séances qui font le lien entre les séances difficiles. Si vous enchaînez séances difficiles, footing trop rapide, séances difficiles, 1, vous allez vous épuiser. 2, vous n'allez pas progresser. Alors si pendant un moment au début, puis vous allez vite plafonner dans votre progression. Et on va même dire qu'à la fin, vous allez commencer à régresser. Donc prenez bien le temps de récupérer. Au niveau des gens qui courent encore plus que ça, c'est-à-dire tous les jours, est-ce qu'il faut prendre un jour de repos ou pas? Moi, ça m'est égal à partir du moment où quelqu'un est capable de faire un footing en vraie récupération. Je cours le marathon entre 15 et 15 et demi. Moi, quand je fais mes footings, entre 2 séances, c'est entre 11 et 12. Maintenant, il m'arrive de faire des footings à 10 à l'heure, le lendemain d'une énorme séance où je fais juste du footing, j'accumule les kilomètres, que ce soit pour brûler des calories, pour que mon corps soit de plus en plus une machine à courir, mais en aucun cas je crée de la fatigue. Ça, c'est important. Donc vous allez mener votre préparation marathon jusqu'au bout. Quand vous arrivez dans les 2 dernières semaines, il va falloir lever le pied. L'avant-dernière semaine, on va dire que vous pouvez faire 50% du volume tout en conservant l'intensité. Je vais prendre un exemple. Si d'habitude vous faites une sortie longue avec 20 km, je vous dis ça au hasard, hein, avec 10 km allure marathon, on va dire que la semaine avant, vous ne ferez que 10 km avec 5 km allure marathon. C'est juste un exemple, bien entendu. La dernière semaine, le mardi, on fait une séance de rappel d'allure. Alors moi, j'aime bien faire soit 3 km allure marathon, soit 6 fois 1 km allure marathon, des choses comme ça, où on se force à bien mémoriser l'allure dont on aura besoin quelques jours plus tard. Des petits footings qui encadrent. Le vendredi, la plupart du temps, si on voyage, c'est le jour où on voyage, on fait rien. La veille de course, on va trottiner. Et puis on aura la course, on en parlera tout à l'heure. Au niveau alimentation, il y a les gens qui ont besoin de perdre du poids. Il faut savoir que sur marathon, 1 kg, c'est 5 secondes au kilomètre. Donc il faut le prendre en compte. Je ne vous dis pas de devenir anorexique, bien entendu, mais quand on a des kilos en trop, mais qu'on s'entraîne énormément, c'est un peu bête de se donner autant de mal et de trimballer des kilos qu'on pourrait perdre un petit peu. Alors je ne vous dis pas de perdre des dizaines de kilos, mais si vous perdez 2 kilos, vous savez que vous avez gagné gratuitement 10 secondes au kilomètre. Je vous parlerai tout à l'heure des gains possibles qui n'ont rien à voir avec l'entraînement. Donc au niveau alimentaire, mangez correctement, mais faites attention, si vous comptez les calories, ne prenez pas comme idée qu'il faut manger tous les jours la même chose. Tenez compte des séances d'entraînement que vous allez faire, notamment sur les glucides. Si c'est un jour de repos, vous pouvez prendre 4 grammes de glucides par kilo de poids de corps, si vous mesurez ça. Si c'est un jour d'énorme entraînement, vous pouvez monter à 10 grammes. C'est tout. Les glucides, il faut les utiliser. Donc, vous consommez les glucides que vous allez utiliser. Au niveau des protéines, 1,3 g par kilo de poids de corps, c'est bien. Ça peut être un peu plus. Moi, je suis plutôt à 2 grammes parce que j'ai l'habitude, je viens de la muscu où on prenait des quantités invraisemblables. Au niveau des lipides, essayez juste de prendre des lipides de bonne qualité, mais bien sûr, il en faut dans l'alimentation. Quand vous arrivez près du marathon, la dernière semaine, elle est super importante. On ne parle plus de faire attention à ce qu'on mange, c'est beaucoup trop tard. L'idée, c'est d'arriver au poids de forme, on va dire 15 jours avant la course. Parce qu'après, on ne va plus trop maigrir parce qu'on va s'entraîner moins et il va falloir en plus manger. Les 3 derniers jours sont hyper importants. On oublie le régime dissocié puisque les dernières études ont montré que ça ne servait à pas grand-chose. Le régime dissocié, c'était pendant 3 jours, on mangeait plus du tout de glucides et on surchargeait derrière. Les diététiciens reconnaissent aujourd'hui qu'il vaut mieux surcharger mais ne pas se priver pendant les 3 premiers jours, ce qui rend cela beaucoup plus facile parce que pas manger de glucides pendant 3 jours, c'était l'enfer. Donc à partir du jeudi, vous allez surcharger votre corps en glucides. Pour ça, il faut que vous calculiez de façon très simple 10 grammes par kilo de poids de corps. Si vous faites 60 kg, vous mangez 600 grammes de glucides par jour.
C'est beaucoup, mais sur chaque paquet de pâtes, de riz, vous avez le nombre de glucides et vous calculez. Le jeudi et le vendredi, il faut vous recharger à bloc. Arrive le samedi, la veille de course. Moi, là, je conseille à tout le monde, mais peut-être certains d'entre vous ne le font pas, de réduire un petit peu l'apport, de rester plutôt sur 6-7 grammes, de réduire les quantités pour ne pas risquer de se retrouver mal le lendemain avec des problèmes gastriques. Le samedi, moi, je réduis un petit peu. Si vous n'arrivez pas à manger assez, vous avez des compléments alimentaires comme le malto qui sont des pâtes liquides que vous pouvez tout à fait prendre pour compléter ça. Le matin de la course, vous mangez la même chose que d'habitude, vous improvisez rien, vous n'allez pas vous jeter sur un buffet au restaurant, vous avez préparé vos produits, ce que vous prenez d'habitude. Vous allez pouvoir vous rendre au départ avec les réservoirs entièrement pleins. Ça va changer complètement la course que si vous commencez avec un réservoir vide. Quand vous partez en vacances, vous faites le plein, vous mettez de l'huile, vous gonflez les pneus, et ben c'est la même chose. La course. On est le jour de la course. Important. Il va falloir vous échauffer. Oui, c'est un marathon, mais il faut vous échauffer. Je ne dis pas de faire 20 bornes, mais faites 3-4 km en footing lent. Pourquoi? Déjà pour réveiller votre organisme. Ensuite pour surtout réveiller votre cœur. Parce que si vous vous retrouvez sur la ligne de départ sans avoir pu vous échauffer, les premiers kilomètres, vous allez vous retrouver, si vous vous mettez à la bonne allure, en dette d'oxygène. Votre cœur, il va avoir du mal à se régler, il va monter difficilement, et vous allez avoir l'impression que vous courez plus vite que ce qui est marqué sur votre montre, et c'est un petit peu comme si vous le faisiez réellement. Si vous avez fait 3-4 km de footing avec quelques petites accélérations, que vous avez même arrêté une demi-heure avant le départ de la course, c'est pas grave, au bout de 300-400 mètres, votre cœur il va monter directement, et vous allez vous retrouver aux bonnes allures, et en étant plutôt pas mal. Dans le sas, avant le départ, vous allez serrer les uns sur les autres, hormis quand vous êtes dans les sas élites où vous pouvez vous échauffer, c'est très compliqué. Ce que je vous conseille, c'est de sauter sur place les 3 dernières minutes pour faire monter votre cœur au-delà de 100 pulsations pour que le départ se passe bien. Voilà, c'est parti, coup de feu. Là, il est impératif, pendant les 10 premiers kilomètres, de respecter à la lettre votre plan de course. Ne partez pas trop vite, ne vous laissez pas attirer par la foule autour de vous. C'est très facile d'aller plus vite. Vous allez devoir contrôler à mort votre allure pendant les 10 premiers kilomètres. Moi, ce que je vous conseille, c'est, si vous vous rendez compte que vous allez trop vite, de rembourser immédiatement les secondes que vous avez prises. Admettons que votre objectif est de courir à 5 minutes au kilomètre. Et vous vous rendez compte qu'au premier kilomètre, vous êtes passé en 4,45. Vous avez pris 15 secondes. Eh bien, le kilomètre suivant, vous allez le faire en 5,10. Et le kilomètre d'après, vous allez encore le faire en 5,10. Vous allez rembourser tout de suite le crédit que vous avez fait sur le premier kilomètre. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est comme un vrai crédit. À la fin de la course, les 15 secondes que vous avez empruntées au début, elles vont vous coûter des minutes. Et surtout si vous avez maintenu ces 15 secondes pendant des kilomètres. Certains coureurs, on se dit, oh là là, mais je suis en avance, c'est trop bien. Non, non, tu es en train de cramer ta course complètement. Il est important que jusqu'au 10e kilomètre, vous contrôliez parfaitement et que vous passiez au 10e kilomètre sur les allures prévues à 10-15 secondes près sur la globalité. Si vous avez prévu donc 5 minutes, vous devez passer en 50 minutes. Si vous êtes en 49-50 ou en 50-10, c'est parfait. Si vous êtes en 49 minutes, il y a un gros problème que vous allez payer plus tard. Ou alors vous êtes trompé sur votre niveau, mais la plupart du temps, derrière, la minute que vous avez grattée, elle va vous coûter 10 minutes. C'est comme ça. À partir du 10e kilomètre, on commence à être un peu fatigué et normalement, on a tendance à se caler aux bonnes allures. Et là, on va essayer de se caler aux bonnes allures et tant qu'on est bien, on reste aux bonnes allures. Surtout, on ne s'enflamme pas. Il y a des moments où vous allez vous sentir super bien, vous allez avoir envie d'accélérer et vous vous interdisez de le faire. Autre chose qui est importante, vous ne sautez aucun ravitaillement. Pendant la course, vous allez prendre au minimum 1 gramme de glucides par heure de course. Vous calculez combien de glucides ont vos gels et vous calculez à l'avance ce que vous allez prendre. Moi, par exemple, je prends un gel de 25 grammes de glucides tous les 5 km. Au bout de 15 bornes, j'ai pris mes 3 gels, je suis dans la norme, voire même un peu plus si j'ai envie, mais au minimum ça, parce que sinon, pareil, panne d'essence, quoi qu'il arrive au bout d'un moment. Que vous ayez une Clio ou une Ferrari, si vous ne mettez pas d'essence dedans, vous allez vous garer sur le côté avant l'arrivée. Si vous partez de Marseille, que vous allez à Paris en voiture, si vous n'avez pas prévu de refaire le plein en cours de route, il y a des chances que ça finisse pas bien. La course à pied, c'est pareil. Donc vous allez tenir vos allures, vous allez valider vos allures,
Vous faites toujours attention aux erreurs de GPS. Il y a 1% d'erreurs de GPS en votre défaveur. Donc si vous avez une allure très précise qui vous mène à un résultat très précis, il faut en tenir compte au départ. Si vous visez par exemple 3 heures et que l'allure c'est 4,14, il vaut mieux partir sur du 4,13. Vous allez faire un truc très simple pour éviter ces problèmes. Vous allez noter vos temps de passage au marqueur sur votre main ou sur un bracelet d'allure. Et quand vous passez sur les points de contrôle, 10e, 20e, 30e, vous vérifiez que vous êtes bien calé. Il y a plein de coureurs qui se retrouvent à faire 3 heures et 30 secondes alors qu'ils ont été dans l'allure tout le temps et qui ont l'impression d'avoir parcouru plus de distance. J'ai écrit un article dans le dernier Running Attitude où j'explique que la course elle a été mesurée 50 fois et qu'il n'y a pas de problème au niveau de la course. C'est juste les GPS qui ont tendance à faire des zigzags, qui se perdent un peu dans les virages et qui vous raccourcissent un peu le parcours. Donc vous tenez votre allure en vérifiant si vous cherchez quelque chose de précis que vous n'êtes pas dans l'erreur. La course va avancer et à un moment donné ça va devenir difficile. Là, il va falloir passer sur un mode un peu plus compliqué, c'est-à-dire c'est le cerveau qui va faire le travail. Quand ça devient difficile, moi ce que je vous conseille de faire déjà, c'est de vérifier votre allure. Si votre allure est toujours bonne, il suffit de vous dire, ok c'est difficile, mais j'ai déjà couru 30 bornes là, mais je suis toujours à la bonne allure. En fait, je suis super bien, ça veut dire que je vais réussir mon challenge. Je n'ai plus que 12 km à finir. J'insiste, je n'ai plus que 12 km à finir. Si vous commencez à vous dire, j'ai encore 12 km, vous êtes mort, parce que 12 km c'est beaucoup. Je n'ai plus que 12 km pour finir ma course. C'est pas long. Plus que. Et là, vous imaginez que vous êtes en train de commencer votre séance. Vous allez juste faire une séance de 12 km. Quand ça devient encore plus dur, on va passer kilomètre par kilomètre. Vous vous donnez comme objectif de faire encore un dernier kilomètre à la bonne allure. Un dernier kilomètre. Bien entendu, quand la montre elle bip et que vous avez validé le dernier kilomètre, vous passez au suivant et vous allez comme ça jusqu'au bout. Il arrive parfois, malheureusement, qu'on coince vraiment. Et là, je vous conseille d'avoir prévu le coup à l'avance. Et là, au lieu d'être dans une situation d'échec, vous êtes dans un nouvel objectif. Ça peut être votre record, par exemple. Vous êtes super plus fort que la dernière fois. Vous étiez parti pour faire un chrono beaucoup plus bas. Mais tant qu'à faire, puisque vous n'allez pas arriver à faire ce chrono, ben vous allez aller taper votre record. Et là, vous avez énormément d'avance et vous repartez jusqu'à la fin. Je fais toujours comme ça. Je ne l'ai pas fait qu'une seule fois. C'était à Valence en 2022. J'étais parti pour faire 2h42. J'étais tellement persuadé que j'allais faire 2h42 ou moins que j'avais rien prévu d'autre. À mi-parcours, j'avais 1 minute de retard sur mon temps de passage prévu. Je m'étais cramé à l'entraînement un petit peu avant. J'ai fait des vidéos là-dessus. Si vous les cherchez, vous les trouverez. Au lieu de basculer sur Michel, va chercher ton record juste en 2h44, mon cerveau a lâché l'affaire en disant bon ben c'est mort, j'y arriverai pas. Et pendant 10 bornes, j'ai ralenti complètement. Avant, à 5 km de l'arrivée, me dire mais tu fais quoi là? Tu fais quoi? Tu vas quand même courir en 2h46, en 2h47? Mais vas-y. Et j'ai recommencé à courir jusqu'à la fin pour faire un chrono très loin de mon objectif en 2h47. Mais si j'avais eu mon deuxième objectif, les 2h44, je les avais dans les jambes, c'était sûr. Mais j'étais tellement focalisé sur mon 2h42 que j'avais oublié que mon record il était en 2h45. Ce genre d'erreur, je le fais jamais, mais je l'ai fait une fois. Et l'année où j'étais le plus en forme, et je le regrette toujours. Donc je vous interdis de faire ça. Vous partez bien avec deux objectifs. Vous allez continuer à avancer, les kilomètres arrivent. Le plus dur, c'est les 39, 40. Et ensuite, après, vous débranchez le cerveau et vous mettez tout ce qui vous reste dans les derniers kilomètres. Vous craignez plus grand-chose au niveau des crampes, au niveau de ne pas finir. Vous n'oubliez pas, quand vous approchez de la ligne d'arrivée, de ne pas regarder vos pieds, de ne pas regarder vos montres. Il y a des photographes partout. Je sais que c'est rigolo. Mais moi, je demande à tous mes coureurs de faire des jolies photos à l'arrivée. Profitez de cet instant. Profitez de la joie de franchir la ligne d'arrivée d'un marathon. Même si on a échoué dans ses objectifs, franchir la ligne d'arrivée d'un marathon, c'est toujours un moment énorme. Et vous ferez mieux la prochaine fois. L'idéal étant de passer la ligne d'arrivée en se disant mais j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Ça veut dire que la préparation, elle était idéale. Ce que je conseille aussi à tout le monde de faire, c'est de s'inscrire à l'avance pour le marathon suivant. Pourquoi? Ça vous enlève un petit peu de pression sur celui-là et ça vous évite, après le marathon, il arrive souvent qu'on ait un gros coup de blues. On se retrouve à avoir eu des tonnes de séances,
un objectif qui bouffait la journée, qui bouffait la tête en permanence et d'avoir plus rien. Je vous dis pas de programmer un marathon 15 jours après, mais si vous faites un marathon au printemps, vous prévoyez un marathon en fin d'année. Et puis comme ça, vous savez déjà que vous allez pouvoir prendre votre revanche ou aller encore chercher un nouveau record. La semaine qui suit le marathon, je vous conseille de faire une coupure complète, du vélo, de la natation ou rien du tout. Vous reprenez les footings la semaine suivante, un jour sur deux. Et la troisième semaine, vous reprenez l'entraînement tranquillement avec vos futurs objectifs. Ça peut être d'autres courses, des 10 km, des semis, un peu ce que vous voulez de toute façon. Je vais rajouter quelques petits éléments. On a des bonus en tant que coureur marathonien. Est-ce qu'il faut les utiliser tout de suite? Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, je vous parlais du poids. Le poids, c'est super important sur les marathons. Si c'est votre premier marathon, je vous dirais même, faites même pas attention au poids, ça sera un moyen de progresser pour le prochain. Alors je vous dis pas de partir avec des kilos en trop, mais ne focalisez pas trop là-dessus. C'est un bonus que vous pourrez utiliser qu'une fois. Moi je sais que mon poids de forme, de super forme, il est à 70-71 kg. Je l'ai déjà utilisé plein de fois. Maintenant, si je veux repartir sur des perfs sur marathon, je suis obligé de me remettre sur le même poids. Parce que si j'ai 2-3 kg de plus, malheureusement, je ne vais pas pouvoir réussir. Ça, c'est le premier bonus. Le deuxième bonus, les chaussures. À aujourd'hui, une paire de chaussures carbone, que vous soyez rapide ou lent, va vous apporter énormément de gains. Ne croyez pas que c'est que pour les coureurs élites, je l'ai expliqué dans un article. La chaussure carbone corrige beaucoup de défauts de la foulée et elle est très efficace sur des gens qui courent pas très bien. Parce que justement, elle va vous renvoyer vers l'avant. Chose qu'un coureur de très bon niveau fait naturellement avec son pied parce qu'il a travaillé ça pendant des années à l'entraînement, parce qu'il fait de l'athlète depuis tout petit. Donc la chaussure carbone, c'est un vrai gain. Alors, le chiffrer, ça dépend, mais honnêtement, 3, 4, 5 secondes au kilomètre, c'est tout à fait réaliste. Donc, si vous prenez une chaussure carbone dès votre premier marathon, et vous pouvez le faire, bien entendu, si la perf est l'objectif, vous avez cramé ce petit joker que vous auriez pu garder pour plus tard. Pour tous les gens qui ont couru avec des chaussures carbone, on ne peut plus faire marche arrière parce que sinon, on se prend déjà 5 secondes au kilomètre et on s'en remettra jamais. Le troisième bonus, c'est le marathon. Le choix du marathon. Si vous prenez comme premier marathon le marathon de Valence, qui est l'un des plus rapides du monde, ou le marathon de Berlin, qui est aussi l'un des plus rapides du monde, vous avez grillé votre joker marathon. Si vous commencez par exemple par le marathon de Paris, vous savez que si vous allez à Valence, vous allez gagner 3 minutes sans être meilleur. Donc ça peut être aussi quelque chose à garder en réserve. J'ai une de mes coureuses qui est très bonne, qui a fait 3h05 sur son premier marathon à Valence et qui part avec cet handicap pour la suite. Alors elle arrivera à faire moins de 3 heures, mais déjà on sait obligatoirement qu'il faut qu'on lui trouve un parcours qui soit aussi rapide. Si par exemple elle va faire le marathon Nice-Cannes, elle va perdre 5 minutes par rapport à Valence. Donc ça veut dire que pour atteindre les 3 heures, il faut qu'elle progresse de 10 minutes. C'est des petits trucs, mais réfléchissez bien quand vous choisissez votre marathon. Et vos jokers, le poids, les chaussures et le choix du marathon. Au niveau du choix du marathon, il n'y a pas que le parcours plat qui compte, la qualité du sol. Je vais prendre un exemple, alors il n'est pas plat non plus, mais pour être rapide, le marathon de Rome, vous courez pendant des heures sur des pavés romains, avec des routes qui sont arrondies, une catastrophe pour performer. Donc quand vous choisissez un marathon, n'oubliez pas de regarder le sol. J'ai eu l'exemple cette année avec certains de mes coureurs qui sont partis à Porto, marathon qui paraît super plat, mais où personne ne perf. En fait, sur le marathon de Porto, il y a une longue portion au bord de la mer et a priori, le vent est toujours défavorable. Donc vous oubliez la perf, en plus le sol, il y a des pavés, des relances, donc tout ça est important. Mais donc le joker, je choisis le marathon et vous avez Amsterdam, vous avez Rotterdam, vous avez Valence, vous avez Séville, vous avez Berlin, tous ces marathons-là, Chicago, etc. Vous savez que si vous l'utilisez en début de votre carrière de marathonien, si vous voulez aller chercher de nouveau vos records, il va falloir retrouver le même parcours. Voilà, je pense que j'ai abordé beaucoup de choses. Alors, un truc que j'ai pas dit et que je vais dire maintenant, j'aurais dû le dire avant, mais je le dis avant. Si vous êtes décidé de courir avec des chaussures carbone, il est impératif de les utiliser à l'entraînement pendant les sorties longues avec l'allure marathon. Déjà, pour habituer votre corps aux chaussures carbone, parce que ça sollicite énormément les mollets avec le renvoi vers l'avant, sinon vous allez cramper sur marathon, ça c'est sûr. Donc vous les utilisez chaque semaine avec
votre sortie longue, allure marathon. Les séances rapides, vous pouvez les utiliser aussi, mais je vais même dire que c'est moins important. Par contre, le jour de l'allure marathon, il faut les utiliser. Ça vous permettra le jour de la course d'être habitué à cela, sinon ça va être une catastrophe. Au niveau des chaussures, moi je pense qu'il vous faut 2 paires pour préparer le marathon. Une paire que vous allez utiliser à l'entraînement et une paire que vous allez mettre en route un mois avant le début de la course pour qu'elles aient entre 200 et 300 km maximum, car la mousse est beaucoup plus efficace dans ces cas-là. Il faut savoir que désormais, quand on finit un marathon, on a beaucoup moins mal aux jambes qu'avant parce que justement, les nouvelles mousses sont super efficaces et protègent énormément les coureurs. Voilà, je crois que j'ai abordé plein de choses. J'ai dû forcément oublier parce que j'écris pas mes textes, vous le savez. J'espère que la voix ça a été. J'ai dû m'arrêter par moment, mais vous l'avez pas vu parce que j'ai fait des montages après, parce que j'ai eu des quintes de tout et j'ai coupé un petit peu d'eau et c'est reparti. Je vous dis bon entraînement à tous. Moi, j'espère reprendre l'entraînement lundi pour ma préparation de Milan qui va être super courte. Ben, on va faire avec. J'ai pas le choix. Je ne me prends plus la tête avec les blessures, avec les maladies. Ça fait partie d'une carrière de sportif. On fait avec. On s'entraîne beaucoup, donc on est souvent fragile. Alors cette année, ça n'a rien à voir avec le fait d'être en forme, parce que je ne suis pas en forme, ni affûté, parce que là on est plus fragile, mais il y a la grippe qui tourne de partout et malheureusement, j'y ai eu droit. J'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous avez décidé de vous inscrire sur un marathon. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Je pense avoir abordé beaucoup de choses. Sinon, vous avez près de 100 vidéos sur le marathon sur ma chaîne, donc je pense que vous trouverez votre bonheur. N'hésitez pas à me poser des questions. Comme d'habitude, j'essaie d'y répondre. Merci de liker, de partager et de vous abonner et d'être de plus en plus nombreux à regarder ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour une autre vidéo et peut-être une vidéo de mon entraînement quand j'aurai pu le reprendre. À bientôt!